Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle manifestation du cercle WB, winebusiness.fr. Notre conférence du jour est parrainée par GoCardless et elle a pour thème paiement, quels sont les grands enjeux? Pour en débattre comme chaque fois, 4 grands experts mondialement connus, encore vivants et en pleine forme. J'ai cité Alexandra Chiaramonti, Patrick Lagarde, Eric Bosman, Anne Sturzer, et on commence tout de suite par l'intervention d'Alexandra Chiaramonti, qui est directrice générale IMIA de GoCardless. Oui, donc GoCardless, qu'est-ce qu'on fait? Alors, comme son nom l'indique, on fait du paiement sans carte. Donc GoCardless est une société anglaise à l'origine qui a 11 ans d'existence. On couvre le marché européen depuis environ 6 ans, avec une présence physique depuis 4 ans, je dirais. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On a pour vocation, comme le thème de la soirée ce soir, de vous aider à collecter vos paiements de manière efficace, simple, sans souci, sans tracas, de manière aussi à se prémunir de la fraude et autres sujets clés, je dirais, du paiement. Pour vous donner une idée un petit peu de la taille de l'entreprise, on est une société d'environ 800 personnes, avec le gros des troupes effectivement encore à Londres, mais on a quand même un bureau assez conséquent à Paris avec une quarantaine de personnes. On accompagne 75 000 sociétés au niveau du groupe. On est également présent aux États-Unis, aussi en Australie et en Nouvelle-Zélande. On traite 30 milliards de paiements, enfin 30 milliards en valeur, je dirais, donc de paiements par an. On a pas mal de partenaires également, donc entre 300 et 350 partenaires. Quels sont ces partenariats? Ces partenariats ont pour but de vous aider à optimiser toute la chaîne du paiement du début à la fin, que ce soit la facturation, le paiement en tant que tel avec nous, et puis ensuite la réconciliation, qui sont bien évidemment tous les sujets un peu clés tout au long du processus de paiement dans les entreprises. Quelle était, je dirais, la mission initiale dans la création de GoCardless? Tout simplement de rendre le paiement et la collecte de ceux-ci simples, efficaces, sans prise de tête, si je puis m'exprimer ainsi, de manière à ce que vous puissiez vous concentrer sur des activités autres, un peu plus créatrices de valeur, je dirais, et donc de manière à collecter les paiements de manière récurrente et efficace. Donc, on s'est construit sur une chose assez simple, qui était le direct debit, donc le prélèvement automatique tout simplement, qui a pour but d'aller collecter les paiements récurrents de manière simple et efficace. C'est comme ça que la société s'est créée, et c'est pour ça qu'on accompagne des entreprises qui ont des paiements récurrents. Alors, paiement récurrent, c'est extrêmement large, donc on accompagne toutes les entreprises qui ont potentiellement donc des abonnements, donc par exemple comme des salles de sport, des entreprises qui traitent l'énergie, je vois certains de nos clients ici, des entreprises aussi qui ont des services aux entreprises. Donc on a notamment Anne de Payfit par exemple qui illustre cet exemple-là. Et donc tout ce qui est paiement récurrent, c'est là où on va pouvoir apporter de la valeur ajoutée. Donc ça c'était historiquement, je dirais, la mission de GoCardless et ce sur quoi on s'est construit et ce qui nous a amené jusqu'à notre dernière levée de fonds l'année dernière de 312 millions de dollars, ce qui fait qu'on a une valorisation environ 2 milliards aujourd'hui, ce qui nous a permis, vous allez voir la transition, d'acquérir une société qui s'appelle Nordigen, qui est spécialisée dans l'open banking. Alors l'open banking, c'est le joli mot, et on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mais je vais vous dire en quoi c'est intéressant et pourquoi ça vient s'intégrer finalement dans cette logique de paiement. Comme je vous le disais historiquement, c'est des paiements récurrents. L'open banking, ça permet de rajouter tout d'abord des nouveaux types de paiements et aussi de rajouter des services. Alors, quels sont ces services? Tout d'abord, se prémunir de la fraude. Grâce à l'open banking, on peut se connecter directement au compte bancaire du payeur et donc de vérifier, par exemple, sa solvabilité. Si l'IBAN que l'on va utiliser pour aller prélever a déjà été utilisé par ailleurs et flagué comme étant frauduleux. Donc, c'est des choses qui, bien évidemment, quand on est une entreprise, sont primordiaux pour essayer de se prémunir de la fraude avant même qu'elle arrive. Enfin, l'autre usage qui est très intéressant et que l'open banking permet, c'est l'initiation de paiement. Donc c'est effectivement le prélèvement automatique, il faut se créer le mandat. L'initiation de paiement, on peut aller donc initier ce premier paiement qui permet d'avoir tout d'abord un paiement instantané. Donc on a parlé tout à l'heure un petit peu, on en reparlera plus tard, effectivement, ça permet de s'adresser à d'autres entreprises qui n'ont pas forcément des paiements récurrents, mais qui ont envie d'avoir des paiements ponctuels et de pouvoir les collecter de manière sécurisée, de s'assurer qu'on ne prend pas de risque. Et l'autre chose intéressante avec le paiement instantané via l'open banking, c'est que ce sont des paiements qui ne sont pas contestables. Parce que comme vous le savez peut-être ou pas, quand on est sur un système de prélèvement automatique, n'importe quel payeur, en tout cas en Europe, sur le système SEPA qui est le nôtre en Europe, on peut contester ces paiements. Quand on fait de l'open banking, étant donné qu'il y a une vérification forte et qu'on se connecte directement au compte bancaire de l'utilisateur et du payeur notamment, on arrive à se prémunir de ce risque qui est le risque du coup d'avoir une contestation de paiement.
Donc toutes ces choses-là, c'est l'open banking, certes, le direct debit, mais j'ai pas envie de vous perdre. Tout ça, l'idée, c'est de se dire que le paiement, ça reste au cœur finalement des entreprises, d'où le sujet de ce soir, puisque collecter, s'assurer qu'on est payé et optimiser sa trésorerie, ça reste le nerf de la guerre. Nous, notre mission, c'est simplement de le rendre simple, facilement intégré dans vos outils, de manière à ce que ça se déroule sans accroc et pour alléger un petit peu le travail de vos équipes et qu'elles se concentrent sur des tâches avec une valeur plus ajoutée, peut-être plus satisfaisante même pour ces équipes-là aussi, plutôt que toujours courir après un chèque non encaissé, réconcilier parce qu'il manque 3 centimes et donc ça ne rentre pas dans la machine, ce genre de choses. Donc voilà la mission, je dirais. Et aujourd'hui en France, Alexandra, la clientèle, donc elle est large et a potentiel aussi? Oui, complètement. Alors c'est vrai qu'on a une grande typologie de clients, un grand éventail. On peut s'adresser au club de foot ou au club de danse de vos enfants, comme à des très grandes sociétés comme AXA, Sowic, une filiale d'EDF, donc des très gros noms de la France, je dirais, comme aux nouvelles startups French Tech, etc., dont Payfit fait partie, avec qui on travaille également, Doctolib en fait partie également, des assurances, on travaille avec Luco. Il y a beaucoup d'acteurs en fait, donc on est vraiment capable d'accompagner tout type d'entreprise à partir du moment où il y a une problématique de paiement, et a priori, il y en a, puisque quand on est une entreprise, on a vocation à se faire payer. Merci Alexandra. Patrick Lagarde, donc, un mot peut-être sur ton parcours, indépendamment d'être un grand amateur de rugby, tu as aussi un parcours professionnel riche, et tu as été notamment président de Brinks. Oui Alain, j'ai eu le privilège de diriger Brinks France pendant une douzaine d'années, jusqu'en 2021, donc depuis, je suis maintenant consultant, je fais du conseil, j'ai changé de métier, mais effectivement, j'ai passé l'essentiel de ma carrière autour des paiements, enfin des paiements en cash, bien évidemment, pour l'essentiel, même si je vais vous en dire deux mots, les choses ont pu évoluer. Je vais vous faire un petit rappel, étant le plus ancien de ce monde des paiements. Moi, j'ai eu le privilège chez Brinks, c'était dans les années 2012-2013 de créer un des premiers établissements de paiement en France. Le statut venait d'être sorti à travers une directive européenne. Cette directive européenne, c'est intéressant parce qu'elle voulait rompre quelque part le monopole des établissements de crédit et dynamiser le marché. On peut dire quand même que ça a bien marché et elle a réussi, puisque moi j'avais créé cet établissement de paiement, je crois que c'était en 2013, on devait être le 15e en France établissement de paiement à l'époque. En 2015, il y en avait un peu moins d'une centaine. Aujourd'hui, il y en a un peu plus d'un millier. Donc, c'est dire que ce statut d'établissement de paiement a ouvert énormément de choses. Et dans ce statut d'établissement de paiement, il y en a environ que 20% aujourd'hui qui font vraiment du paiement. Donc, ça a permis de développer des tas de services autour du service bancaire, mais qui vont très loin au-delà du paiement. Bon, Payfit est un exemple sur la paye. Ce n'est pas vraiment une activité de paiement. Donc ça a marché très fort, on le retrouve dans les services bancaires, de l'assurance, la gestion d'actifs, du paiement, des crypto-actifs, des crypto-monnaies, des services aux entreprises. En clair, ces dernières années, jamais les modes de paiement n'ont évolué aussi vite. Bon, tout le monde a vu l'explosion du sans-contact, du virement instantané, des solutions mobiles, des paiements fractionnés, des crypto-monnaies. L'évolution des parcours clients, c'est sûr, les développements de l'e-commerce y ont beaucoup contribué et ont généré toute une gamme de services de paiement en B2C, en B2B et dans plein de domaines. Bon, bien évidemment, au niveau des acteurs, on retrouve toujours Visa et Mastercard qui sont incontournables et toujours là, ou PayPal qui reste dominant, mais d'autres solutions alternatives commencent à émerger, même si elles émergent de manière un petit peu compliquée. C'est le cas du paiement instantané qui aujourd'hui fonctionne, mais il y a un projet qui s'appelait le projet EPI qui avait au départ vocation à être un concurrent de Visa et Mastercard au niveau européen, qui continue sa vie mais avec des objectifs beaucoup plus modestes que ceux qui étaient au départ et qui maintenant va, au lieu d'être quelque chose qui devait tourner autour de la carte, c'était l'objectif à l'origine, maintenant ça va être simplement, si on peut dire, mais c'est déjà pas mal, quelque chose autour du paiement instantané qui devrait se mettre en place. Je crois qu'il y a 13 ou 14 pays aujourd'hui qui confirment leur volonté de rentrer là-dedans. Bon, à côté de ça, on a vu les banques qui ont riposté, bien évidemment, parce que c'était une concurrence directe, qui ont riposté en multipliant les acquisitions, en multipliant les partenariats,
dans l'univers du tech et des fintech. Bon, je sais pas, je ne citerai qu'un gros coup qu'on avait vécu ensemble à Lens, c'est le rachat de Nickel par BNP. Nickel qui était ici venu à plusieurs reprises présenter cette belle aventure, je me rappelle. À côté de ça, des joies, des peines. On peut le projet, on citera le projet Libra de Facebook qui est devenu Diem avec Meta et qui en fin de compte est complètement tombé à l'eau, mais qui a eu la vertu de faire bouger les choses, d'exciter toutes les banques centrales, et en particulier les banques centrales européennes. Et je pense que ce projet qui avait été lancé par Facebook à l'époque est à l'origine directe du projet d'euro numérique qui a été lancé par les banques centrales européennes et qui a vu cette arrivée des crypto-monnaies comme une menace très forte. Tant qu'on jouait qu'avec le Bitcoin, même si ça avait pris beaucoup d'importance, ça restait quelque chose d'un petit peu anecdotique. Mais là, avec la puissance d'un Facebook qui se lançait là-dedans, ça a fait peur à tout le monde. Du coup, maintenant, l'euro numérique, la monnaie numérique est aussi sortie dans d'autres pays comme la Chine, est en bonne voie, et le projet Meta, Libra puis Meta a disparu du devant de la scène. Il faut savoir que la France est le numéro 1 en Europe en termes de montant levé et de nombre de licornes. Il y a 10 licornes dans les fintech en France, dont Payfit, qui en est une. Il y en a qui fait partie, je crois, des 4 nouvelles qui sont arrivées en 2022. Donc, on est très dynamique. Maintenant, je vais terminer en revenant à mon monde d'origine pour dire que tous les paiements tourne encore aujourd'hui malgré tout, même s'il y a énormément de solutions qui ont été créées, mais tout tourne pour la plupart autour de la carte bancaire ou autour d'un compte bancaire ou autour du compte d'un établissement de monnaie électronique. Mais enfin, tout se construit autour de ce pivot, et qu'in fine, le seul mode de paiement qui soit complètement alternatif, c'est le cash, quoi. Ça représente combien de cash en France, là, Patrick? Voilà. Le cash aujourd'hui, c'est, suivant les chiffres, encore entre 20 et 25% en valeur de paiement, et c'est relativement stable. Ça a pris une grosse claque pendant le Covid avec toutes les campagnes et tout ce qui a été lancé, notamment tout le lobby de Visa Mastercard, qui pas uniquement en France, mais qui rebondit sur le Covid pour lancer des peurs de tous les côtés qui n'étaient absolument pas fondées, mais qui ont fait le bonheur du sans contact, qui ont fait le bonheur de Visa Mastercard et qui ont fait mal au cash dans beaucoup de pays. En France, aujourd'hui, on a retrouvé le niveau de cash de 2019. Mais il y a des pays comme l'Angleterre, comme l'Australie, comme le Canada qui ont pris une grosse secousse et qui n'ont jamais retrouvé, et qui, je pense, ne retrouveront jamais. En Allemagne, il y a beaucoup de cash en Allemagne. Hein. Oui, en Allemagne, il y en a beaucoup plus qu'en France, donc ça a baissé, mais ça reste encore quelque chose de significatif. Donc en France, c'est fort. Et ce qui est fort, c'est de voir que l'émission de billets de banque de la Banque de France, fait par la Banque de France, en émission nette, a encore progressé de 16% en 2022. 16% de plus après avoir fait 9% en 2020. Je n'ai pas retrouvé le chiffre de 2021. Alors, il faut voir, pour autant, la circulation du cash n'a pas augmenté de 16%, c'est pas du tout ça, mais le cash est devenu un moyen de thésauriser. Et la demande de cash et d'euros en particulier explose depuis maintenant de nombreuses années. C'est à peu près, je crois qu'on est entre 70 et 80% du cash qui est émis, qui part direct en thésaurisation et qui ne circule pas. En France, en Europe. Il reste encore des francs? Il y a encore des gens qui ont des vrais francs de l'époque, là? Oh non, des francs, là, il n'y en a plus. Là. Ou alors, là, c'est peut-être chez les numismates ou pour aller dans des pièces de collection. Bon, ça n'a pas une grande valeur encore. Il y en a peut-être au fond de quelques tiroirs, mais ça ne vaut plus grand-chose. Comme je te disais tout à l'heure quand tu me posais la question, effectivement, le cash vit encore. L'établissement de paiement que j'avais eu le plaisir de monter chez Brinks en 2013 a déclaré à la CPR, je peux donner les chiffres parce qu'il est public, en 2022, 92 milliards de flux. Donc ça, c'est Brinks en France, Hexagone, établissement de paiement, encore, c'est pas la totalité des flux de Brinks, c'est tout ce qui passe dans l'établissement de paiement, mais ça représente quand même une grosse majorité des flux qui sont traités, pour dire que du cash, il y a encore un besoin. C'est quelque chose qui vit derrière ça, qui vit à travers de nouveaux services. Bon, Brinks a été le premier à digitaliser le cash. Alors, on aimait dire digitaliser, puis après rematérialiser derrière quand même, parce que c'était pas sur un coup. Digitaliser, c'est qu'on met toujours des automates de dépôt chez les commerçants, chez les professionnels qui mettent des fonds là-dedans. On capte cette information et on va créditer immédiatement le compte du client en faisant une sorte de crédit, même si les fonds sont toujours physiquement dans le coffre chez lui. Ceci donc pour réduire les coûts de transport, mais en même temps
à améliorer le cash flow des clients. Donc c'est ce qu'on appelait la digitalisation. Et puis après, bon, à un moment donné, on va quand même rechercher ce flux et on le rematérialise pour aller le déposer à une banque ou à une banque de France. Voilà, donc ça reste quelque chose de dynamique. Et puis il y a des besoins. Tiens, je te disais tout à l'heure, j'ai pris le train tout à l'heure à Aix-en-Provence. Le train était là, il n'y a pas de problème. Le train était là, j'ai eu beaucoup de chance. Je pensais ne pas être avec vous ce soir, mais j'ai eu du pot. Le mien était maintenu. Et puis, pour ceux qui connaissent la gare TGV d'Aix-en-Provence, il y a un seul point pour pouvoir déjeuner, c'est la boulangerie Paul, sans faire de pub, là, qui est dans le hall. Il n'y a que celui-là. Et le train, s'il était là, il n'y avait pas de wagon à cause des grèves. Il n'y avait aucune possibilité de boire ou de déjeuner. Donc, évidemment, tout le monde faisait la queue là. Et il y avait la boulangerie Paul, aujourd'hui, à midi, véridique, une grande affiche CB en panne. Donc c'était drôle. C'est le hasard, c'est vraiment le hasard. C'est dingue. C'était drôle, j'étais en train de faire la queue, il y avait au moins 100 mètres de queue, de voir tout le monde repartir de la queue, courir au distributeur de billets, aller vite chercher quelques billets pour pouvoir acheter quelque chose avant de monter dans le train. Mais ceci dit, la CB était en panne et s'il n'y avait pas eu de cash, tout le monde se passait le déjeuner et de boire à midi. Donc on a quand même eu de la chance, on a pu encore le faire. Et souvent ça tombe en panne, c'est comme ça. Il n'y avait pas d'alternative. Bon, super Patrick. Voilà. Eric, on paye beaucoup en cash chez Conforama ou pas? Toi, tu es CFO de Conforama. Oui, bonsoir Alain, bonsoir à tous. Il y a encore pas mal de cash, il y a à peu près encore 10% des transactions quand même, en valeur qui sont payées en cash aujourd'hui. Donc c'est un montant non négligeable. C'est un montant qui est non négligeable, oui. Alors raconte-toi un peu, comment tu vis, d'abord un mot sur Conforama, c'est une entreprise qui a connu des hauts, des bas, voilà, et aujourd'hui qui est en pleine forme, n'est-ce pas? Exactement, en fait c'est une entreprise tout le monde connaît, puisqu'on a une notoriété qui est de l'ordre de 100%, et qui fait 1,8 milliard de chiffre d'affaires aujourd'hui, qui existe depuis 55 ans, donc c'est une vieille dame qui était littéralement au bord du dépôt de bilan en 2020. Sont arrivés des nouveaux actionnaires, ils ont pratiquement changé tout le management. Moi je suis arrivé à ce moment-là, et qui ont recapitalisé, et là on est en train vraiment de réussir notre pari, et c'est une entreprise qui est à nouveau profitable, ce qu'elle n'avait plus été depuis très très longtemps. Qui est client Conforama? Qui a acheté au moins, je sais pas quoi, un canapé là chez Conforama ou une chaise? Qui a déjà acheté au moins une chaise chez Ikea, par exemple? Comment tu fais pour survivre, Eric? Tu parles suédois? Peut-être il y a un truc dans ces... Alors, non, je ne parle pas suédois. Déjà, il y a un point intéressant que peu de gens savent, c'est que Conforama a le même actionnariat que But, donc deux équipes dirigeantes complètement différentes, mais ensemble, en France, on est plus gros qu'Ikea. On est leader aujourd'hui du marché entre But et Conforama, ce qui nous donne un certain pricing power, ce qui nous donne aussi un pouvoir de négo qui est loin d'être négligeable avec nos fournisseurs. Et donc on a des vrais avantages à avancer par rapport à Ikea. Et toi, tu es DAF que de Confo? Moi, je suis DAF de Confo, oui. Donc j'ai une homologue qui est une dame qui est chez But. Oui. Alors les paiements, donc comment ça a évolué tout ça? Raconte-nous un peu la vie des sous. C'est marrant parce que ça fait quand même pas mal d'années que je suis directeur financier. On m'a demandé de m'exprimer sur pas mal de sujets. C'est la première fois qu'on me demande de parler de paiement. C'est la magie du club. Non, mais c'est probablement lié en fait au fait que le paiement a énormément évolué. C'est un moment qui est, je pense, clé et stratégique. Et en fait, en préparant ce rendez-vous, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que le paiement aujourd'hui est un sujet d'actualité? Globalement, pour moi, il y a quatre choses. D'abord, il y a une évolution de la complexité. Parce qu'aujourd'hui, on parlait des paiements en cash, donc on a des sujets de transport de fonds, etc. etc. Il y a une multiplicité en fait, des moyens de paiement. Nous, on fait à peu près 10% de notre business sur Internet. Donc on a des sujets, on accepte PayPal. On a une partie significative des transactions qui sont faites avec un financement. Donc typiquement, on travaille avec CTLM. Et donc, on va de paiements antiques. On a des chèques encore aujourd'hui. Ça représente combien les chèques? C'est à peu près 2%. Ouais. Et tu le sais, je ne suis pas français. Quand je suis arrivé en France en 2008, j'ai découvert les chèques. Je ne savais pas ce que c'était. Donc quand on m'a dit, il te faut un RIB, un carnet de chèques, je me suis dit, waouh. Là, quel drôle de pays. Il va falloir que je m'adapte. Donc il y a encore 2% des clients qui payent par chèque. Et donc le business, les opérationnels sont vent debout quand je parle de sortir les chèques parce qu'ils considèrent en fait que globalement c'est une clientèle qui n'utiliserait pas un autre moyen de paiement, sinon ils le feraient de toute façon. Donc voilà, il y a dans les différents points, il y a la complexité qui s'est vraiment développée, qui n'est pas
que la multiplicité des moyens de paiement, mais il y a aussi un cadre réglementaire qui a énormément évolué ces dernières années, auquel on doit s'adapter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en fait, c'est que le paiement est devenu un sujet COMEX. Je disais, c'est la première fois que j'en parle, enfin qu'on me demande d'en parler, mais en COMEX, c'est pas un sujet dont on parlait non plus, typiquement, les paiements. Là, on en parle sur... mais globalement, on a créé une fonction de payment manager qui n'existait pas dans l'entreprise. Et la question se posait déjà de sa ligne de reporting. Typiquement, avant, les paiements étaient un sujet de la DSI, où ils traitaient les flux, c'était un sujet très DSI. Aujourd'hui, en fait, le payment manager s'est posé la question de le mettre, est-ce qu'on le met à la DSI? Est-ce qu'on le met à la finance? Est-ce qu'on le met au e-commerce? Bon, finalement, il est arrivé chez moi et c'est très bien comme ça. Mais donc, on a... et puis, on a des vraies conversations sur dans quel outil de détection de fraude on investit, quel arbitrage on fait aussi entre la commercialité et la gestion du risque. Et ça, c'est probablement le troisième point, c'est que on a aujourd'hui, quand une boîte comme Conforama, on fait à peu près un peu plus de 10 millions de paiements par an, enfin on reçoit plutôt un peu plus de 10 millions de paiements par an, et sur Internet, arriver à avoir un moyen de paiement en fait, qui te garantit un niveau de risque qui est acceptable et qui fait bouger d'une fraction de pourcent le taux de conversion. C'est combien l'acceptable? Le taux acceptable, c'est combien de risque? Écoute, tout dépend comment on l'apprécie, mais on a une fraction de pourcent. Hein. Aujourd'hui, on doit être à 0,08%, quelque chose comme ça. Et c'est ça qu'on cherche à baisser. Mais ce qu'on cherche surtout à maximiser, c'est le taux de transfo sur Internet. Quand on achète sur Internet, aujourd'hui, on a le 3D Secure. Vous savez, vous devez aller sur votre application, confirmer. Et globalement, il faut que tout ce process fonctionne extrêmement de façon fluide, extrêmement rapide, parce que dès que le process devient plus long et plus pénible, il y a un taux d'abandon des clients et on perd du business. C'est très, très clair. On en parlait tout à l'heure avec Alexandra. On a aussi un sujet d'instantanéité dans le paiement qu'on recherche. Aujourd'hui, typiquement, vous allez acheter une cuisine chez Conforama, on vous demande 50% d'acompte à la commande. Pour beaucoup de gens, en fait, 50%, ça passe pas sur leur carte Visa. Et donc, si les alternatives sont pas très fluides en termes de parcours client, soit le client rentre chez lui, il fait un virement, et quand on a le virement, on lui confirme la commande, soit il vient avec un chèque de banque. Encore une fois, c'est pas très... Donc, on est vraiment à la recherche aujourd'hui d'un paiement instantané qui n'est pas annulable, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, Alexandra. Et donc, et ça, c'est nouveau, en fait. C'est relativement nouveau dans le développement du paiement. Et puis enfin, en fait, sur la dernière partie dans l'évolution du paiement, c'est qu'aujourd'hui, les clients veulent de l'omnicanalité, c'est le sens de l'histoire, et donc ils veulent pouvoir faire une transaction sur Internet, ramener leurs produits en magasin, se faire rembourser en magasin, et c'est pas aujourd'hui, c'est pas si simple que ça, parce que ça nécessite tout un dispositif en fait technique et de process en fait pour arriver à faire ça et éviter encore une fois les fraudes. Donc il y a un vrai sujet d'omnicanalité qui a commencé par le click and collect que tout le monde connaît. On commande sur Internet et on va chercher en magasin. Il y a aussi le click in store, c'est globalement vous commandez en magasin des produits qui ne sont disponibles que sur Internet. Donc voilà, globalement on a une omnicanalité qui est vraiment en train de se développer en fait. Et qui la typologie de ta clientèle sont des gens, des jeunes, des vieux, c'est qui Alors on a une clientèle qui est assez diversifiée. Alors Conforama est une enseigne qui est populaire, hein, donc mais on a une clientèle de CSP+, typiquement qui vont installer leurs enfants dans leur logement étudiant, à la chambre pour la fille au père. Et on est relativement agnostique sur les classes sociales. On s'intéresse à toutes les classes sociales et globalement à toutes les classes d'âge. On a pas mal de... Toi, tu es un vrai commerçant, que tu t'intéresses à tout le monde. J'ai raté ma carrière, c'est ça, j'aurais dû faire du commerce. Non, mais on est globalement, et je le disais, on a une notoriété qui est pas de 100%, d'ailleurs, je crois qu'elle doit être à 98%. Et je me demande qui sont les 2% de gens en France. Des mecs qui utilisent les chéquiers comme toi il y a quelques années. Quoi. Anne, un mot sur ton parcours. Donc, c'est un jeune parcours, hein, tu as 29 ans, on ne va pas le cacher. Tu as rejoint il y a 3 ans cette belle société. Un mot sur cette licorne.
Oui, voilà. Bah alors moi, ça fait 3 ans et demi que je suis chez Payfit. Donc Payfit, on propose des solutions de la gestion de la paie et des SIRH. L'objectif, en fait, est de simplifier ce monde-là qui est un peu barbare. Enfin, c'est souvent assez compliqué de comprendre sa fiche de paie. En fait, cette complexité, elle se retrouve aussi techniquement derrière. Donc l'objectif, c'est d'aider les entreprises et les rendre autonomes sur la gestion de tout ça. Alors, ta vision du paiement, là, toi, tu es aussi une experte, comme Patrick. Bon, bah, j'ai un peu moins d'expérience quand même, mais... Oh, il a 31 ans, bon, c'est vrai que... Oui, oui. Mais oui, alors moi, en fait, c'est assez drôle parce que moi, ma première expérience sur les paiements, c'était il y a 5 ans dans une toute petite start-up qui faisait du B2B événementiel et il n'y avait pas vraiment d'outils de paiement. Donc, tous nos clients nous payaient par virement ou par chèque aussi. On recevait des chèques par la poste, donc c'était assez pratique. Et c'est vrai que j'ai un souvenir de ce lettrage de tous les jours, de voir regarder le relevé bancaire, retrouver les factures. Et c'est vrai que parfois c'est vraiment un job de détective parce que les libellés sont pas clairs du tout, il y a des erreurs de montant. Et donc ça prend énormément de temps. Il faut relancer les clients qui oublient de payer ce qui arrive. C'est pas l'action la plus sympa à faire, donc souvent c'est des choses qui sont un peu oubliées. Donc voilà, ça c'était ma première expérience. Et en fait chez Payfit, on a un super partenaire. Bon, après je ne vais pas non plus en faire trop, mais du coup on travaille avec GoCardless pour tous nos paiements. Aujourd'hui on a 98% de nos clients qui ont un mandat de prélèvement GoCardless et donc on prélève. Et en fait aujourd'hui on ne pourrait pas trop gérer ça autrement parce qu'on a quand même 8000 clients. Donc ça fait, on facture nos clients de manière mensuelle, donc on les prélève aussi de manière mensuelle. Donc ça fait 8000 paiements tous les mois. Donc s'il fallait lettrer les 8000 paiements à la main, je vous laisse imaginer le temps que ça prendrait. Donc ouais, c'est vraiment un outil qui en fait nous a permis, en fait ça a accompagné notre croissance parce que c'est quelque chose qui nous a permis d'être scalable dans nos process. Donc plus on a de clients, mais ça ne va pas augmenter notre charge de travail. Et en plus de ça, ça nous permet de passer plus de temps sur des sujets business. Donc on va avoir plus de temps à travailler sur des reporting pour nos équipes business, donc que ce soit les équipes commerciales ou les équipes support, et moins de temps en fait à juste faire, à traiter des transactions de manière un petit peu manuelle. Et non, et après, y a d'autres points positifs aussi. Enfin, que moi je trouve en tout cas, c'est pour notre business qui est un business d'abonnement, le fait d'utiliser des solutions de paiement, de prélèvement automatique, c'est aussi un peu un moyen de fidéliser le client, de le responsabiliser. Typiquement, nous, quand on va contractualiser avec un client, on va en parallèle lui envoyer le lien pour qu'il crée son mandat de prélèvement sur GoCardless. Et en fait, c'est un premier acte d'une relation. Et ça permet de les... pour eux, c'est vraiment un acte qui veut dire, OK, maintenant vous êtes client, il y a une certaine... fidélité, une certaine voilà, une responsabilisation, un lien de contact avec le client. Et derrière, je pense que c'est aussi un point fort pour nos clients parce que c'est un sujet pour lequel il n'a pas besoin de passer du temps tous les mois sur ses paiements. C'est quelque chose que nous, on déclenche automatiquement. Donc ça fait une charge mentale en moins et ça réduit ainsi un petit peu les frictions. Donc c'est vrai que nous, aujourd'hui, dans notre solution, on se dit on veut simplifier la paie. Donc l'idée, c'est pas de complexifier d'autres choses comme les paiements avec nos clients, c'est aussi qu'ils passent pas trop de temps là-dessus. Et du coup, ce genre de solution, ça permet d'avoir moins d'erreurs, d'éviter d'avoir des actions manuelles, moins d'actions manuelles, et du coup, une relation qui est simplifiée en fait et qui se concentre plus sur notre vrai métier qui va être la paie et la SIRH. Et ton business model, tu prélèves une petite commission de 92% sur chaque transaction. Comment ça marche? J'ai pas encore négocié, il faut que je vois tout à l'heure. Bon, on en parlerai après. Non, il n'y a pas forcément de limite. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, on est sur des paiements récurrents, donc il est rare d'avoir des paiements mensuels colossaux. Il en demeure pas moins qu'on est capable d'adresser tout type de paiement. Quand on arrive à un certain seuil, forcément, on a des vérifications supplémentaires, parce que comme je le disais, n'importe quel prélèvement dans le système SEPA est potentiellement contestable. Donc on a besoin de vérifier certaines choses, mais techniquement, on est capable de prélever des montants assez gros. En général, de toute façon, même les entreprises qui nous utilisent n'ont pas forcément envie non plus d'attendre un seul paiement colossal. Elles préfèrent elles-mêmes le fragmenter en plusieurs paiements
un peu moins conséquents. Mais en tout cas, techniquement, pour répondre à votre question, on peut prélever des petits montants, des abonnements mensuels, de choses comme de la presse, éventuellement, où c'est assez petit, jusqu'à, on travaille avec, par exemple, des personnes qui font du fret maritime, pour le coup, transport maritime, c'est des paiements conséquents, voilà, ce genre de choses. Le prix moyen, d'ailleurs, le paiement moyen chez toi, chez Conforama, c'est combien En magasin, c'est de l'ordre de 180 €. 180 € en prix moyen, quoi. Ouais. Et le plus haut, là, le paiement le plus cher que j'ai eu, c'est monsieur qui avait 17 filles à... Alors, écoute, je ne peux pas répondre précisément à ta question, mais dans notre offre de cuisine, on doit être... on a des cuisines qui dépassent les 15 000 €. Alors en fait, il y a plusieurs entreprises qui proposent beaucoup de choses. On a parlé du cash, certes, du chèque, certes, du virement également, de la carte. Il y a toute une pléthore de paiements et plusieurs choix qui s'imposent. Quand on est entreprise, on a vocation à simplifier. Anne en parlait très bien. C'est vrai qu'on a les risques de friction avec la réconciliation. Donc là, on arrive à simplifier ce genre de choses. La carte a plein d'avantages, certes, mais il y a des plafonds. Elles expirent. Ils en parleront peut-être mieux que moi tous ici, mais il y a des frais d'échec assez conséquents. Et en plus, des échecs assez conséquents également dus à ces choses que je viens d'expliquer, notamment les plafonds et les dates d'expiration. Donc ça permet aussi de venir s'affranchir de ce genre de choses. Il y a pas mal de fraudes aussi selon les types de paiement. Donc être capable de pouvoir vérifier la fiabilité, je dirais, d'un mandat qu'on va créer. Toutes ces choses-là, on vient simplifier du coup la sécurité, la rapidité du paiement et aussi la transparence ensuite dans les échecs et aussi dans la réconciliation. Oui, complètement. Alors, on a un établissement en fait, de paiement, donc on est régulé par exemple par les CPR en France, et l'idée, comme tout établissement de paiement, c'est de se brancher sur les rails bancaires. Donc nous, en tout cas, GoCardless, on est capable de fonctionner en SEPA, en BACS en Angleterre, ACH aux États-Unis, BEX en Australie et d'autres, ce qui nous permet de couvrir plus d'une trentaine de pays. Donc ça fonctionne complètement à l'international. Toutes les régions du globe n'ont pas de système unifié comme le SEPA, mais en tout cas, on est capable de couvrir déjà de nombreux pays avec une seule solution. On est capable de faire des virements instantanés. En tout cas, moi, en tant qu'utilisatrice et payeuse française, je suis capable de faire des virements instantanés, mais selon les banques que j'utilise, toutes ne l'acceptent pas, ou en tout cas pas de manière gratuite. Vous l'avez déjà vu, quand vous voulez faire un virement instantané, de temps en temps, on facture 1 €. Et c'est ça la difficulté aujourd'hui. C'est-à-dire que la promesse, par exemple, de l'open banking, dont je parlais en début de conversation, ça permet d'aller venir faire des paiements instantanés et de prélever de manière instantanée. La limite étant l'écosystème bancaire en France et en Europe. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de résistance de la part des banques, pas toutes, mais certaines, justement pour garder un petit peu la mainmise là-dessus. La bonne nouvelle, c'est que la Commission européenne a partagé une directive, donc il y a une vraie volonté de la part des instances européennes d'unifier et de faire une marche forcée et donc de contraindre toutes les banques en Europe à adopter ce système de manière complètement libre, donc de faciliter le parcours client, qui fait partie comme des gros sujets également, donc de minimiser au maximum les frictions au moment de ce virement instantané et aussi de le rendre complètement gratuit, parce que finalement le fait de rajouter 1 € par virement, c'est complètement contre-productif et donc on vous rend le service disponible mais on le facture, ce qui finalement va complètement à l'encontre. Donc, je réponds partiellement à votre question, mais en tout cas, je pense que tant qu'il n'y avait pas une démarche réglementaire, je dirais, ou en tout cas européenne, pour avancer là-dessus, c'était difficile. Je suis convaincu que du coup, cette marche forcée va quand même beaucoup fluidifier le système. Patrick, tu as un avis sur la partie harmonisation européenne ? Moi, j'ai parlé tout à l'heure de ce projet EPI là, qui pourrait peut-être y contribuer, parce que déjà, ça veut dire qu'il y a actuellement 13 pays qui devraient travailler ensemble autour du paiement instantané. Ça devrait au moins, à l'intérieur de ces 13 pays, ça, je pense que c'est quand même susceptible d'aboutir, j'espère assez vite. Mais enfin, ça fait longtemps quand même que le débat est lancé. Hein. Oui. Aujourd'hui, ils sont 13, ils ont l'air décidés. Ça a été renouvelé là, au mois de février, tout récemment, en renouvelant leur volonté de faire. Je pense qu'il faudra que ça passe par là. Et effectivement, aujourd'hui, le fait que ce soit facturé par la plupart des banques, je suis d'accord, c'est complètement contre-productif. Oui. Eric, qu'est-ce que tu en penses, toi qui n'es pas français, qu'un garçon normal ? Non, mais je suis aligné avec ce que disent mes camarades du jour, c'est qu'effectivement, dans l'alignement européen, enfin, il y a les paiements, mais il n'y a pas que ça. Récemment, on a dû ouvrir un compte bancaire en Pologne, et j'étais atterré par le process de KYC.
alors qu'on travaille avec la même banque en France. Donc il y a un vrai sujet d'harmonisation et de simplification de tout le dispositif bancaire européen. Anne, qu'est-ce que tu en penses? Je connais pas trop le secteur bancaire en Pologne. Eux non plus. Mais en tout cas, dans tout ce qui est zone CEPA, BACS, etc., c'est vrai que les prélèvements automatiques, c'est pas en direct, mais c'est vrai que ça permet quand même de simplifier pas mal les échanges de paiement, enfin de règlement sur ces zones-là, et c'est déjà assez étendu. C'est un début, quoi. Ouais. Le plus de fraude, c'est la carte bancaire, il n'y a pas de doute. Hein. J'ai plus exactement les chiffres en tête, mais enfin, c'est quand même astronomique. La fraude, bon, c'est normal, c'est celui qui est le plus utilisé aussi, c'est naturellement celui qui est le plus ciblé. Les fraudes sur le cash sont devenues infinitésimales. Il n'y a pas des faux billets? Des faux billets, ouais, mais enfin, ça reste, c'est peanuts, quoi. Ça va pour les films policiers, quoi. Mais dans la vraie vie, il n'y en a quasiment plus. Ou les peu qui sont faits, en tout cas, ça ne rapporte pas, sont à chaque fois d'assez mauvaise qualité. Quand même, depuis que l'euro a été mis en circulation, pour fabriquer un billet qui soit crédible, c'est techniquement extrêmement compliqué. Donc, il y a des mauvaises copies qui circulent, mais qui ne vont pas loin. L'Afrique, ils ont sauté le pas, hein, comme on parlait de l'Afrique. L'Afrique, ils sont passés au paiement mobile sans passer par la carte, directement du cash ou presque du troc au paiement mobile. Ça fait que sur le paiement mobile, il y a quand même beaucoup moins de fraude que sur la carte. Maintenant, il est aussi beaucoup moins développé, donc c'est pas toujours évident de pouvoir comparer des choses qui sont comparables. Mais encore une fois, bon, la cible aujourd'hui, c'est la carte bancaire. Eric, tu as beaucoup de chèques en bois, d'ailleurs, sur les 2% qui payent en chèque? Non, en fait, globalement, aujourd'hui, le sujet de fraude le plus pointu pour une entreprise comme la nôtre, voilà, puisqu'on vend sur Internet et on a une marketplace, en fait, les sujets les plus pointus, c'est les ventes marketplace, typiquement sur de la téléphonie mobile, de l'informatique, des choses comme ça, des choses qui ont une vraie valeur de marché, une vraie valeur de revente. Et c'est là, malgré le 3DS, etc., c'est pour ça qu'on a justement, c'était ça qui était à l'origine de la création du poste de Payment Manager et de l'investissement dans un outil anti-fraude. Donc c'est là, et ça n'existait pas jusqu'il y a quelques années, en fait, ce type de fraude. Anne, cette problématique de la fraude, voilà, c'est matin, midi et soir, quoi. Oui, au petit déjeuner, au déjeuner, le soir. C'est pas que t'es toute maigre. Mais non, bah après, nous la chance qu'on a, c'est que la plupart de nos clients, enfin la chance, je sais pas, mais la plupart de nos clients sont quand même plutôt des petits clients qui vont payer tous les mois des montants qui sont assez restreints. Donc, grosso modo, si on voit qu'il y a des problèmes de paiement ou que le mandat de paiement n'est pas beau, assez rapidement, on va les identifier comme des mauvais payeurs et entraîner des actions. Et du coup, on n'a pas un énorme risque en termes de montant sur ça. Bah bonne parce que de toute façon, on n'est pas une banque, donc on a besoin d'une banque derrière. Donc on a des banques sponsors qui nous accompagnent pour procéder, pour tout simplement traiter ces paiements-là. Donc ces banques sponsors varient d'un pays à un autre. Donc on en a une en CEPA, on a plusieurs même en CEPA. On en a aussi au UK, du coup forcément. On en a encore une autre aux États-Unis, encore une autre en Australie. Donc on est bien évidemment en relation en permanence avec ces banques-là qui nous accompagnent. Donc les relations sont bonnes. On offre des services, je dirais, un peu différents. On a des règles de jeu qui sont très, très clairement définies, avec des secteurs qui nous permettent d'adresser ou pas. Bien évidemment aussi, on est une activité réglementée, finalement un peu comme les banques. On a les mêmes organismes régulateurs, on a la CPR notamment, et donc ce qui fait qu'on a pas mal de processus de AML, de KYC, etc., qui sont très proches des banques. Objectivement, les relations avec les banques, elles sont bonnes, puisque, encore une fois, effectivement, je ne sais plus qui plutôt en a parlé, on reste un système qui est certes en pleine croissance et qui augmente. Les banques n'ont pas que le virement, certes, pour gagner leur beurre. Donc finalement, je ne pense pas qu'on les inquiète plus que ça. Et en plus, on a besoin d'elles également pour exister. Donc ça n'a pas vocation à disparaître et les relations sont bonnes. On ne peut pas travailler avec toutes. Il en faut une seule de banque sponsor par région et par bank rails, les schémas avec lesquels on utilise, notamment CEPA. Toi, tu bosses avec qui, là, Eric, chez Conforama? Alors, on a plusieurs banques. La principale, c'est BNP. On va retrouver du CACIB, HSBC, Crédit du Nord. On a plusieurs banques. Plusieurs banques. Et la résonance de Conforama, c'est pas que franco-français. Hein. Tu as également des boutiques en dehors de la métropole, si je puis dire. Alors, on a
Oui, c'est ça. En dehors de la métropole, mais dans les dom-toms, on a des boutiques. Et toi, chez Brinks, quand tu étais chez Brinks, président de Brinks, Patrick, tu trouvais facilement des collaborateurs Parce qu'il y avait aussi des voleurs, hein, parfois, qui piquaient les camions avec les sous dedans. Ah oui, oui. Mais j'appelais Eric Audouin quand j'avais des difficultés, ça m'est arrivé. Ouais, mais c'est vrai que pour m'aider un trou. il y avait une appétence naturelle pour travailler chez Brinks ou il fallait au contraire faire un peu de forcing là, pour convaincre les gens de venir travailler chez toi? On avait quand même Brinks a toujours une bonne marque employeur, donc plutôt pas trop compliqué. Pas trop compliqué d'attirer les talents. Non, on n'a jamais été trop ennuyé. Des fois, c'était plus sur le terrain, mais ça, de manière générale, sur un encadrement dit de premier niveau, où là c'était plus compliqué, il y avait plus de concurrence avec d'autres activités. On était traqués, je me rappelle, par les entreprises qui faisaient de la maintenance, qui recrutaient beaucoup et qui nous piquaient beaucoup de monde. Parce que ça marchait beaucoup et tous les techniciens qu'on avait qui maintenaient notamment toutes les installations automatisées, distributeurs de billets et autres, là, c'était un marché très, très chassé. On se les faisait régulièrement prendre. Ouais. Et toi, Eric, combien de collaborateurs chez Conforama? Alors, chez Conforama, il y a à peu près 7000 collaborateurs. Et c'est facile de trouver ce qu'on appelle les talents, c'est-à-dire des gens sympas, motivés, pas trop chers et fidèles? Alors, tout dépend des fonctions dont on parle. Là, pour le coup, la fonction dont on parle aujourd'hui sur les sujets de trésorerie, c'est pas là où c'est le plus compliqué, en fait. Globalement, on trouve en France particulièrement des trésoriers de très bonne qualité, donc c'est pas très compliqué, objectivement. Et toi, Anne? Licorne, ça attire, Licorne, non? Oui, voilà, j'allais dire, on a une bonne marque employeur. Après, on a aussi des équipes RH qui travaillent beaucoup pour ça. Et du coup, ça marche bien. Tout va bien. Donc, avec des bonnes rémunérations, n'est-ce pas, Anne? Oui. Tout va bien. Bon, allez, pour terminer, dans 10 ans, les paiements, c'est quoi, Anne? Dans 10 ans? Tout en cash. Tout en cash? Évidemment, t'es plus vieille que maintenant. Alors. Ça va revenir, c'est les tendances, ça tourne. Donc, Non, comment tu vois les choses? C'est une très bonne question. Je pense qu'il y aura beaucoup moins de cash, justement, tout sera beaucoup plus digitalisé. On le voit un petit peu avec le sans contact. Je pense que tout ce qui est paiement via mobile, etc., ce sera de plus en plus fréquent et qu'on aura de moins en moins de modales finalement de paiement, en tout cas en termes de customer. Et en B2B, ça sera plus pareil, dématérialisé, sans avoir vraiment besoin de faire des actions entre banques. Eric, dans 10 ans? Alors, on n'a pas parlé de crypto-monnaie. Ah bah tiens, parlons-en. Qui aujourd'hui n'est pas un sujet, parce que globalement, il y a une volatilité qui est beaucoup trop importante pour que ça soit intéressant pour un business comme le nôtre. En tout cas, la technologie est intéressante et on peut imaginer que dans 10 ans, ça jouera un rôle plus important que ça le fait aujourd'hui, en fait. Patrick? Oui, moi je pense que les projets de crypto-monnaie d'État verront le jour, finiront par voir le jour, que l'euro numérique verra le jour et le dollar numérique aussi, et certainement beaucoup d'autres comme ça. Alors qu'est-ce que ça va changer? Là, c'est assez difficile de se projeter, mais enfin, ces monnaies-là existeront. Pour autant, le cash sera toujours là. Et je pense qu'en France, il a atteint un plancher, quasiment un plancher, peut-être entre 15 et 20% des montants de paiement, ce qui est peu de choses, mais qui est presque une nécessité, ou une sécurité plutôt, par rapport à des tas de choses qui peuvent se passer. Je racontais ma petite histoire tout à l'heure avec Paul, mais il y en aurait beaucoup d'autres comme ça, de situations de crise, où il faut toujours avoir le truc tout simple qui marche toujours. C'est la bougie qu'on peut allumer. Si toute l'électricité marche ici, on n'y voit plus rien. Il y aura toujours un briquet, une bougie allumée qui nous permettra de sortir et d'aller dehors. Le cash, c'est un petit peu la bougie. Voilà. Donc, il ne se développera pas, mais il faut continuer de le faire vivre, de le moderniser. Chez Brinks, on a permis aujourd'hui de faire vivre des réseaux de bureaux de tabac. Tout le monde ne le sait pas, mais pour encaisser des paiements d'achat faits sur le net, on peut payer en cash. On sait faire aujourd'hui. Et parfois, une clientèle de personnes âgées également. Oui, c'est un parcours client qui est un peu compliqué, bien évidemment, mais néanmoins, ça correspond à un besoin et c'est aussi un moyen de dynamiser un moyen de paiement qui a, encore une fois, le mérite d'exister. Et si on veut qu'il existe à un coût qui ne soit pas très élevé, il faut qu'il y en ait quand même un petit peu, quoi, parce que sinon, il y a un effet de masse. Parce que le dernier billet qui va être transporté et traité, celui-là, il va coûter très, très cher.
Je dirais qu'on voit beaucoup d'usages différents. On voit aussi quand même une forte évolution et que c'est un sujet qui reste quand même au cœur de l'entreprise, le paiement, qu'on le veuille ou non. Ce qui était assez intéressant, ce que j'ai noté aussi, c'est quand tu parlais du fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va s'occuper du paiement, déjà maintenant, il y a un job dédié dans beaucoup d'entreprises, chose qui n'existait pas avant. Je trouve ça aussi intéressant de se dire qu'on ne sait pas où mettre cette personne-là, parce que finalement, c'est tellement central dans l'entreprise, le paiement, qu'on ne sait pas si c'est quelque chose qui appartient à l'IT, qui appartient à la finance, qui appartient à quelque chose de stratégique, de produit, etc. Et c'est ça qui, en fait, le paiement reste au cœur de l'entreprise. Donc que ce soit, quel que soit finalement le mode de paiement, au-delà de ça, le paiement, c'est le nerf de la guerre, puisque c'est comme ça qu'on est payé, c'est comme ça que l'entreprise continue de vivre. Donc finalement, quel est l'enjeu? L'enjeu est de le simplifier, de minimiser la fraude, de le rendre fluide, d'avoir des expériences clients et expériences utilisateurs fluidifiées pour maximiser le taux de conversion, et aussi de libérer du temps aux équipes qui s'en occupent pour qu'elles se concentrent sur des choses à des valeurs ajoutées. Alors bien évidemment, il y a beaucoup d'innovation, on en a parlé, l'open banking, les paiements instantanés, etc. C'est des jolis mots ronflants, mais de toute façon, le sens de l'histoire, c'est que tout ça se fluidifie, qu'il y ait plein de nouveaux usages qu'on ne mesure pas encore, qui vont arriver, qui arrivent déjà, qui méritent encore beaucoup d'améliorations, certes, mais de toute façon, il faut prendre le train en marche, hein, même un jour de grève, mais il faut absolument prendre le train en marche de cette digitalisation des paiements, de ce parcours complètement automatisé et fluidifié pour pouvoir vraiment se concentrer sur d'autres choses et que le paiement soit quelque chose qui roule quand on est une entreprise et qu'on puisse vraiment se concentrer sur autre chose. Je pense que c'est ça un petit peu le sens.